Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 6e séance du Conseil des ministres où 7 questions étaient à l'ordre du jour. Et le ministre de la Défense est rendu à Djel al-Arsi où il a décoré des éléments de l'armée. Et le bilan, donc cyclone au Mozambique et au Zimbabwe, le bilan pourrait donc dépasser les 1000 morts. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 6e séance du Conseil des ministres de l'année 2019, où 7 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 3 de l'année 2018 portant sur le Code civil. La seconde question est relative à un projet de loi modifiant et complétant le Code de procédure civile. La troisième question concerne un projet de loi modifiant et complétant la législation en matière commerciale. Et la quatrième question est relative à un projet de loi portant modification de la loi numéro 17 de l'année 2017, 7e législature, numéro 183. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 19 mars 2019. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 3 de l'an 2018 de la 8e législature portant Code civil. Ce projet de loi vise à réformer le Code civil dans ses dispositions relatives aux sûretés mobilières, notamment la cession de créances et la fiducie. Actuellement, ces sûretés sont inscrites à un registre tenu par l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. Il s'agit d'harmoniser les dispositions du Code civil avec celles du Code de commerce. Cette harmonisation contribuera à l'amélioration du climat des affaires et le classement de notre pays dans Doing Business. Le projet de loi rappelle aussi une autre règle essentielle en matière de sûreté. Pour être opposable aux tiers, les sûretés doivent être inscrites dans le registre tenu comme déjà indiqué par la Banque centrale. La deuxième question est relative à un projet de loi modifiant et complétant le Code de procédure civile. Cette réforme porte sur 4 points. La suppression de la Chambre administrative d'appel, qui a été instituée par le nouveau Code de procédure promulgué le 12 avril 2018. La création de cette Chambre, fortement contestée lors des travaux préparatoires, connaît déjà des difficultés car notre justice ne dispose pas de moyens humains et matériels pour faire fonctionner convenablement cette institution. En outre, la Chambre administrative d'appel alourdit la procédure administrative déjà décriée pour sa lenteur. La suppression des dispositions instaurant l'obligation pour tout justiciable d'avoir un avocat devant la Cour suprême. Cette obligation signifie pour beaucoup de nos compatriotes un déni de justice et une violation du droit fondamental d'accès à la justice. Depuis la suppression de la justice coutumière, les juridictions de droit commun sont encombrées par les petits litiges qui étaient résolus auparavant au niveau des arrondissements. Il a paru nécessaire de créer des juridictions de proximité en remplacement des juridictions coutumières. Cette juridiction est amenée à gérer des dossiers tels que les successions, qui sont difficiles et compliqués. Cependant, l'aspect coutumier n'est pas totalement abandonné puisque les juridictions proposées seront composées de juges professionnels assistés par des sages. Cette juridiction ou ces juridictions auront également les mêmes compétences que les tribunaux, à savoir les petits litiges tels que les querelles de voisinage, des petites dettes et les loyers de maisons en planche. La troisième question concerne un projet de loi modifiant et complétant la législation en matière commerciale. Ce projet de loi vise à améliorer le climat des affaires avec le dessein d'attirer des investissements étrangers dans notre pays en renforçant d'une part le droit des actionnaires minoritaires et d'autre part en facilitant l'accès au crédit. Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses et pour éviter qu'un conflit entre associés paralyse la société, il sera instauré un nouveau mécanisme. Ce dernier vise principalement à introduire la médiation, mode de règlement de conflits, qui interviendra au préalable et avant toute saisine de juridiction.
Concernant l'accès au crédit, ce texte unifie les dispositions existantes pour apporter plus d'harmonie dans notre législation, notamment les sûretés mobilières. Elles seront désormais toutes enregistrées dans un registre national tenu par la Banque centrale pour être opposables aux tiers. Le projet de loi réforme également un point essentiel de la procédure collective, puisque dorénavant, en cas de difficulté de l'entreprise, le débiteur, au même titre que le créancier, peut demander au tribunal le redressement ou la liquidation. La quatrième question est relative à un projet de loi portant modification de la loi numéro 183 de l'an 2017 de la 7e législature portant le crédit bail. L'objet du présent projet de loi est d'harmoniser les dispositions régissant le crédit bail avec celles du Code de commerce et du Code civil. Le crédit bail sera, en plus de la loi susmentionnée, désormais régi par les règles communes à toutes les sûretés pour être opposable aux tiers. Le crédit bail, comme toute autre sûreté, doit être inscrit au registre des sûretés mobilières tenu par la Banque centrale. Lorsque le crédit bail porte sur un bien immobilier, il doit également faire l'objet d'une inscription à la conservation foncière. Et la seconde partie du Conseil des ministres s'est penchée avec cette cinquième question portant sur un projet de loi relatif à l'exercice de la profession d'expert comptable. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. 2 conseillers techniques ont été ainsi nommés. Il s'agit de M. Abdillahi Hassan, qui est nommé conseiller technique du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et Mme Mariam Abdelkader Moussa, qui est elle aussi donc nommée conseillère technique au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et la dernière question concerne un projet de décret nomination au ministère de la Femme. Il s'agit de Mme Anissa Ali Bahdon, qui est nommée conseillère, donc secrétaire générale, du ministère de la ministre de la Femme et de la Famille. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La cinquième question concerne un projet de loi relatif à l'exercice de la profession d'expert comptable et au fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce projet de loi portant sur l'exercice de la profession d'expert comptable et sur le fonctionnement de l'ordre des experts comptables est une révision du cadre légal relatif à l'exercice de la profession de comptable et d'audit en République de Djibouti. La réorganisation des professions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes se trouve dans la même chaîne de valeur de l'information financière avec une mission spécifique dévolue à chacun d'entre eux. Ce projet de loi permettra d'assurer un meilleur fonctionnement de l'ordre des experts comptables, entité économique de droit privé, mais ayant une mission d'intérêt public. L'organisation comptable professionnelle du pays assurera une réglementation adéquate et appropriée tant du secteur public que du secteur privé et établira non seulement le respect des normes nationales et internationales, mais aussi la lutte contre la fraude et la corruption. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de M. Abdillahi Hassan Are, qui est nommé conseiller technique auprès du secrétariat d'État, et de Mme Mariam Abdelkader Moussa, qui est nommée conseillère technique auprès toujours du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. La septième question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de la Femme de Mme Anissa Hassan Badon, qui est nommée secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille en remplacement numérique de Mme Yasmine Salem Saïd. Mme Yasmine Salem Saïd est admise à la retraite proportionnelle. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim et d'une forte délégation militaire, s'est rendu hier à Djel al-Arsi via Mogadiscio, zone de responsabilité du bataillon Hill 6 au sein du secteur 4, sous commandement militaire djiboutien. Arrivé à l'aéroport international Aden Abdoulaye de Mogadiscio, la délégation conduite en premier lieu par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée a été reçu avec les honneurs par le chef d'état-major de l'armée nationale somalienne
le général Dahir Aden, notant que le ministre de la Défense, Ali Hassan Badoun, se trouvait déjà à Mogadiscio dans le cadre de la visite officielle de 48 heures du président de la République en Somalie. Puis le ministre de la Défense, accompagné de notre ambassadeur djiboutien accrédité en Somalie, Aden Hassan Aden, a rejoint la délégation dans le salon VIP. Avant de se rendre à Djalalarsi, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées se sont entretenus avec leurs homologues somaliens à l'aéroport. Les discussions entre ces autorités ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre nos deux pays frères et plus particulièrement entre nos deux armées. Ensuite, c'est à bord des deux hélicoptères des Nations Unies que l'ensemble de la délégation s'est envolé à Djalalarsi, où est stationné depuis peu le bataillon Hill 6. La délégation a été accueillie par le commandant du bataillon Hill 6 et une prise d'armes a eu lieu en l'honneur du ministre de la Défense, Ali Hassan Badoun. Cette prise d'armée donc par le ministre de la Défense a été effectuée conjointement avec le ministre de la Défense somalien Hassan Ali Mohamed, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et le chef de bataillon Hill 6. Objectif, s'enquérir d'abord de la situation actuelle du bataillon Hill 6 récemment projeté, puis de récompenser les personnels ayant participé à l'opération Wibi Chabel, opération couronnée de succès. Eh bien, cette opération a débuté le 25 janvier 2019, avait pour objectif de récupérer 4 véhicules blindés destinés aux forces armées djiboutiennes stationnés depuis 2 ans à Jowhar. Cette mission avait pour particularité la traversée d'un secteur très hostile où la milice El-Shabab notait une forte présence. Afin d'éviter un regroupement de l'ennemi, nos forces ont misé sur la discrétion, ce qui les a contraints à progresser de nuit. Au cours de cette opération, nos forces ont été confrontées à 4 engins explosifs improvisés et à plusieurs embuscades tout au long de leur parcours. Pour récompenser cet acte de bravoure, un avancement exceptionnel ainsi que des décorations ont été octroyés à ces personnels. En tout, 129 militaires, tous grades confondus, ont été décorés. Parmi eux, 117 ont été promus au grade supérieur, dont le commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Mohamed Abdallah, et son adjoint. À l'issue de la cérémonie de remise de récompense, les autorités civiles et militaires se sont adressées chacun à son tour à la troupe, en l'occurrence le ministre de la Défense, vous l'entendrez, Ali Hassan Badoun, le ministre de la Défense somalien, Hassan Ali Mohamed, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, l'adjoint de l'ambassadeur de l'Union africaine, Simon Moulougo, et enfin le commandant en chef de la MISOM, le général Yilma Tegabou. Tour à tour, ces autorités ont dans leur allocution félicité l'ensemble du bataillon Hill 6 pour leur bravoure et leur courage, puis les ont exhortés à préserver dans cette voie et à entretenir de bonnes relations avec la population locale. Enfin, à l'issue de la cérémonie, un déjeuner a été offert au poste de commandement du bataillon avant le départ de la délégation de Djalalarsi. Durant la cérémonie de récompense, le chef d'état-major général des armées, le général de corps, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est adressé à la troupe pour les encourager, pour leur courage et les exhorter à continuer davantage dans cette lancée. Et de son côté, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Badoun, a tenu aussi à s'adresser au bataillon Hill 6. Eh bien, dans son allocution, le ministre de la Défense a félicité l'ensemble du bataillon Hill 6 pour leur bravoure et leur courage, puis les a exhortés à persévérer dans cette voie et à entretenir de bonnes relations avec la population locale. Retour à Djibouti où après 3 jours de travail, la réunion de 3 jours de hauts responsables des Nations Unies, des pays de la région, s'est terminée avec des résolutions fortes, notamment à travailler ensemble en parfaite synergie. Ce conclave de 3 jours qui a vu la participation de tous les directeurs régionaux et les représentants des Nations Unies avait pour objectif d'améliorer le travail et les approches communes de l'équipe des pays
des Nations Unies à Djibouti, compte tenu des réformes du système de développement des Nations Unies et de la paix et de la sécurité, mais aussi de promouvoir la collaboration transfrontalière avec les autres équipes des Nations Unies de la région dans le cadre de la stratégie des Nations Unies dans la Corne de l'Afrique. L'équipe des Nations Unies est consciente de la nécessité de revoir sa façon de travailler à la lumière des réformes du système de développement des Nations Unies, de la paix et de la sécurité qui ont débuté en janvier 2019, ainsi que de la reconfiguration politique récente dans la région, avec notamment la création de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique. Et à la fin de la réunion, place à une conférence de presse avec les hauts responsables des Nations Unies. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Barbara Manzi, a évoqué l'importance capitale que revêt ce travail commun. La représentante de l'UNICEF, Jenna Boumaondé, a souligné pour sa part qu'une synergie est née de ces 3 jours de travail. Et enfin, l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Kulash, a précisé que l'Union européenne allait accompagner ce travail d'équipe. Nous les écoutons. Qu'est-ce que nous avons au niveau du Parlement, au niveau du pays, donc nous avons la vision 2035. Je pense que le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères ont fait un exposé pertinent sur ces points-là. Le fait que le pays et le gouvernement a la volonté de mettre en place quelque chose et que les systèmes des Nations Unies, le rôle, à mon avis, du système des Nations Unies, c'est d'accompagner le gouvernement, d'atteindre l'objectif, et tout en respectant donc, les ODD, donc, les objectifs de développement durable. Nous, au niveau du Parlement, avec les parlementaires, donc j'avais parlé avec Mme Barbara récemment sur le fait de mettre en place un coin pour les ODD. Donc je vais essayer d'afficher les 17 objectifs sur un endroit avec un drapeau des ODD pour sensibiliser d'abord les parlementaires sur cette question-là, et ensuite, quand il y a les différents projets de loi qui atterrissent, quand il y a le budget donc, de l'État qui atterrit au Parlement, pour qu'on puisse intégrer donc, au niveau de chaque département l'objectif, donc les différents points des objectifs de développement durable. Donc c'est très important parce qu'on est condamné à vivre ensemble, à travailler ensemble. Donc, puis si on arrive à travailler ensemble, on ira loin. Mais si chacun travaille dans son coin, donc il y aura sûrement donc, des répercussions négatives sur la population, parce que tout ce qu'on veut dans ça, c'est améliorer les conditions de vie de nos populations donc à travers l'ensemble du pays. Donc l'apport et l'accompagnement du système des Nations Unies est très important pour le gouvernement donc, de Djibouti. Et donc la demande, le mieux aussi, à mon avis, donc il faut que la demande vienne de la base et qu'il ne faut pas qu'elle soit dictée donc, d'en haut, même au niveau du gouvernement, même au niveau des Nations Unies. Donc il faudra qu'il y ait de réactions locales qui soient renforcées, certes, parce que vous avez des experts dans différents domaines et nous avons besoin des experts pour nous appuyer, pour mettre en place tel ou tel projet. Mais la base, pour moi, c'est qu'il y ait la volonté de la base et que le gouvernement accompagne cette volonté et que les Nations Unies aussi donc, mettent à la disposition les moyens qu'il faut. Donc, pour mettre en place quelque chose, il faut d'abord la volonté et après le moyen. Donc je pense que la volonté de la République de Djibouti est là, et le fait qu'aujourd'hui l'ensemble des institutions donc des systèmes des Nations Unies sont rassemblés à Djibouti, c'est une volonté qu'il ne faut pas négliger, et nous comptons beaucoup donc, sur l'accompagnement, le renforcement des capacités et surtout aussi dans le domaine de la formation professionnelle. Donc c'est très important pour nous et pour qu'on puisse bâtir un État solide et pour qu'on puisse impliquer l'ensemble de la population. Donc il nous faut cet accompagnement et surtout le financement dans différents domaines, parce que je sais qu'il y a dans chaque ministère, au niveau du Parlement, après donc, on a eu l'ouverture de la session, mais il y aura le débat général. Mais l'idée maintenant au niveau du Parlement, c'est de demander à chaque ministère la feuille de route, donc pour qu'on puisse suivre l'évolution, les actions qu'il doit réaliser à moyen terme, à court terme et à long terme.
C'était donc le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamad, qui s'est exprimé lors de cette réunion de 3 jours des hauts responsables des Nations Unies. Nous revenons cette fois donc à cette conférence de presse des hauts responsables des Nations Unies, notamment la coordinatrice du système des Nations Unies, la représentante de l'UNICEF et l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous les écoutons. On a eu 2 jours de rencontres qui n'étaient pas seulement pour les collègues qui sont basés à Djibouti, mais c'est une rencontre avec les collègues qui sont basés ailleurs et les directeurs régionaux. Donc c'est la première fois qu'on arrive à discuter les questions de Djibouti aussi dans une optique régionale et ce qu'on peut faire pour les gens qui sont les mêmes gens dans la région. Et c'est aussi comment on peut être plus effectif, comment on peut mieux collaborer entre nous-mêmes et entre les autres intervenants qui travaillent dans le développement de Djibouti pour atteindre les objectifs du développement durable. Finalement, l'objectif de la réforme est comment être plus redevable vers les gens, comment travailler tous ensemble pour ne laisser personne de côté. Et ça, c'est l'esprit, et ça a été le cœur des discussions. Je pense que la différence que nous avons aujourd'hui, c'est de nous assurer que nous travaillons plus efficacement, que nous travaillons en priorité avec les directives du gouvernement et que nous nous assurons surtout que les laissés pour compte soient prises en considération de manière systématique. La chimie, elle est là. Et nous allons donc continuer à renforcer ce partenariat existant à tous les niveaux pour nous assurer que la réforme devienne une réalité à Djibouti. Et à Djibouti, nous avons tous les ingrédients pour nous assurer que cela soit un succès, parce que nous avons un gouvernement qui est présent à nos côtés et nous allons nous assurer aussi, et nous avons pris l'engagement de continuer à travailler main dans la main. Comme l'Union européenne, nous sommes un partenaire clé du système des Nations Unies, de toutes les agences, et nous félicitons nos collègues et nos partenaires de cette rencontre, aussi bien que le gouvernement de la République de Djibouti. Nous allons travailler ensemble sur la mise en œuvre de cette réforme. Mais ce que je pense, c'est que pour tout le système des Nations Unies, pour la famille internationale, Djibouti peut vraiment continuer de se positionner comme ce point de connexion, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau d'interconnexion entre des régions, entre l'Afrique, le Moyen-Orient, entre l'Afrique et l'Asie, et peut-être là où cette coopération entre des régions peut se vraiment tester, ça pourrait être ici, mais aussi au niveau africain. Ça va dépendre de nos amis du côté du gouvernement djiboutien, ça va dépendre de nos amis de la famille onusienne. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Mohamed Hassan, qui a préparé cette rencontre, a souligné quant à elle, a félicité Madame Barbara Manzi et les autres représentants et directeurs régionaux pour cette initiative et leur contribution. Elle a mis en exergue, vous l'entendrez, que cette rencontre a porté ses fruits et qu'il faut continuer ainsi. Écoutons Madame la ministre. Cette retraite aujourd'hui était nécessaire puisque le système des Nations Unies a connu en 2019 des réformes. Et j'espère que le travail et les réflexions obtenues durant ces 2 jours de discussion vont avoir des retombées positives auprès du gouvernement de la République de Djibouti et au sein des différents départements ministériels et que le partenariat et la collaboration que nous avons avec toutes les agences des Nations Unies en République du Djibouti vont être renforcées et permettront au gouvernement de la République de Djibouti d'atteindre les objectifs de développement durable. Un renforcement fort intéressant, fort solide et espérons périn. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé dimanche au lancement du concours de robotique lors d'une réunion à laquelle on prépare les proviseurs des lycées, les professeurs encadreurs des clubs de robotique et les inspecteurs de mathématiques. La rencontre a été l'occasion pour le ministre de mettre l'accent sur le fait que la robotique aide à répondre à la demande croissante d'enseignement de la science
la technologie, l'ingénierie et les mathématiques dans les écoles. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'initier nos élèves à apprendre les bases de la mécanique et du codage. Ce faisant, l'objectif recherché est de stimuler l'intérêt de nos élèves pour la technologie et les sciences afin que davantage de jeunes soient formés au plus près des besoins d'un monde en constante évolution. En outre, notons que ce concours s'adresse aux lycéens. Chaque établissement se fera représenter par une équipe. Le but est de concevoir et programmer un robot uniquement à partir des pièces contenues dans les boîtes de Lego mises à la disposition de chaque équipe. En tant que partenaire, le revue sectorielle conjointe est un exercice très important à la fois pour le secteur, mais pour regrouper tous les bailleurs et même FOP. Les partenaires de l'éducation ont accompagné le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et donc, en tant que partenaire UNICEF, je me réjouis de la tenue de cette revue conjointe, qui est vraiment un moment très fort de planification, de suivi, d'évaluation de toutes les interventions qui concernent le plan d'action de l'éducation. Donc voilà, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les représentants du groupe des partenaires locaux de l'éducation, notamment l'UNICEF, l'USAID, l'AFD, le PAM, le HCR, l'AGK et la Banque mondiale qui ont clôturé les travaux de la 10e revue conjointe du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. Et nous revenons donc à cette réunion, toujours avec le ministre de l'Éducation nationale qui a procédé donc dimanche au lancement du concours de robotique lors d'une réunion à laquelle ont pris part donc les proviseurs du lycée, les professeurs encadreurs des clubs de robotique, l'inspecteur des mathématiques. Eh bien, la question, donc, autre que l'inspecteur des mathématiques, Mohamed Abdo, a procédé, vous le voyez à l'image, à la présentation, présenter des kits Lego Éducation et les pièces qui les composent et qui les compose et qui entre dans la fabrication du robot. Il a procédé à quelques démonstrations devant un auditoire bien attentionné. Et enfin, il y a eu lieu donc qu'une formation des encadreurs des clubs de robotique, des lycées d'enseignement général et des lycées techniques qui prendront part au concours aura lieu le mercredi 27 mars 2019 à 15h au ministère de l'Éducation nationale. Cette formation sera assurée par l'inspecteur des mathématiques. La finale du concours de robotique aura lieu le mercredi 24 avril 2019, et c'est l'inspecteur de mathématiques, M. Mohamed Abdo, qui a présenté les kits et les différentes composantes qui entrent dans la fabrication du robot. Écoutez le proviseur du lycée de PK12, M. Mohamed Elmi. Mohamed Mahmoud, qui regroupait le cabinet et l'ensemble des proviseurs de 10 lycées du pays, accompagnés par les encadreurs des clubs robotiques existants dans les lycées. Cette réunion a porté sur l'organisation de ces concours qui, cette année, fait partie des 15 concours proposés par l'inspection de la vie scolaire. Inutile de rappeler que le concours robotique, c'est une nouveauté cette année, c'est une nouveauté pour le pays, c'est une nouveauté pour l'éducation et c'est une initiative de son Excellence le ministre de l'Éducation nationale suite à la participation de nos élèves du lycée de Balbala l'année dernière à une présentation d'un robot à l'extérieur du pays. Le ministre a voulu généraliser l'idée et doter de chaque établissement un club robotique. Nous avons participé aujourd'hui au lancement de ces concours. On a été doté des matériels nécessaires pour l'organisation de ce concours et un temps a été imparti. On s'est donné rendez-vous dans un mois. J'ai dit que le meilleur. Et cette signature d'un protocole d'accord d'investissement qui a été conclu hier entre un groupe hôtelier français, la présidence de la République, l'ONTD et l'ANPI. Le groupe Onomo a scellé une collaboration prometteuse avec la République de Djibouti par la signature de ce protocole d'accord en vue de l'acquisition d'un site Oéran pour la construction d'un complexe hôtelier de standing international. Ce projet va contribuer, sans contexte, à l'essor du secteur hôtelier djiboutien et au rayonnement de Djibouti, ceci dans le cadre de la vision Djibouti 2035, initiée donc par le président de la République.
L'hôtel disposera de plus de 100 chambres et suites, d'un restaurant-bar, de salles de conférence, d'une piscine et d'une salle de fitness, ainsi que d'un parking privé de grande capacité. Le design de l'hôtel va être contemporain, bien à l'image de Djibouti, dynamique, moderne et ambitieux. Le coût global de l'investissement du projet est d'environ 20 millions de dollars et va générer d'une centaine d'opportunités d'emploi directs, permanents et autant d'emplois indirects. Et notons que c'est dans le cadre du développement du tourisme qui figure parmi les piliers du modèle de croissance pour Djibouti. Le groupe français Onomo a jeté son dévolu sur notre pays et en faire un objectif prioritaire en Afrique de l'Est. Ce groupe est un opérateur hôtelier panafricain. Il est également investisseur et développeur positionné sur le segment 3-4 étoiles du tourisme d'affaires. Tout à fait autre chose dans le cadre de la coopération et de la collaboration entre la garde-côte djiboutienne et son homologue japonais. La garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise ont mené la 8e édition de l'exercice conjoint de simulation. Le scénario retenu était réaliste. Il avait trait au transfert des pirates. Cette manœuvre djibouto-japonaise est la 8e du genre au pays et visait donc à transférer depuis le port de Djibouti au Condor Alley de 2 pirates arrêtés par des unités des gardes-côtes japonais à bord des vaisseaux des forces d'autodéfense du Japon déployés au pays. Ce bon escorte des professionnels issus des rangs garde-côtes djiboutiens. Le présent exercice, donc, de simulation avait pour objectif de consolider par ce biais les liens de coopération entre les deux institutions et de tester en grandeur nature l'efficacité des dispositifs prévus pour ce genre de cas. L'opération conjointe a permis de placer les participants dans des conditions réelles d'arrestation et de transfert de pirates. À l'issue de l'exercice, le vice-amiral Takahiro Okushima a souligné l'importance que revêt le renforcement des capacités des autorités de la sécurité maritime dans la lutte contre la piraterie dans la région de la Corne de l'Afrique. Écoutons à présent donc le vice-amiral japonais qui a exprimé la volonté des gardes-côtes japonais de travailler en étroite collaboration avec les gardes-côtes djiboutiens dans cette optique. Je suis vice-commandant de la garde-côte japonaise, M. Okushima. Je suis venu à Djibouti pour regarder l'exercice de transfert des pirates jusqu'au Japon. J'ai bien constaté que le transfert a été bien réalisé et j'espère bien de continuer notre coopération entre le Japon et le Djibouti à haut niveau pour renforcer la sécurité maritime. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la continuité de la mission de la délégation de la garde-côte japonaise conduite par le vice-amiral Takahiro Okushima ont été reçus par M. Abdel Moussa Halam, ministre de l'équipement et des transports. Mais avant, écoutons justement les propos tenus par le vice-amiral Takahiro Okushima. Je m'appelle Kentaro Sonoura, le conseiller spécial parlementaire auprès du Premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe. Je suis venu aujourd'hui ici pour participer à cet exercice qui est conjointement organisé par les gardes-côtes djiboutiens et les gardes-côtes japonais. Donc cet exercice d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. Et pendant ces 10 ans de coopération entre les gardes-côtes djiboutiens et les gardes-côtes japonais, et je voudrais vous remercier à nouveau pour votre coopération pour cette organisation. Lors de la session d'échange que nous avons avec le colonel M. Weiss, et moi j'étais encore une fois informé que l'instabilité de la région est toujours présente. Donc je voudrais en tant que le gouvernement japonais continuer cette coopération avec le gouvernement djiboutien. Et je voudrais continuer dans ce sens la coopération entre le Djibouti et le Japon. Suivant cette fois les propos tenus par le colonel des gardes-côtes djiboutiennes, le colonel Weiss Malborale. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'assistant du Premier ministre japonais, M. Samura, qui est avec nous dans cet exercice qu'on a organisé avec la garde-côte japonais et garde-côte djiboutien conjointement. Et cet exercice, c'est depuis 7 ans, on organise chaque année
ensemble pour l'objectif de mettre la mer et domaine maritime de la région et celui international paix et prospérité pour toute la sécurité maritime et les personnes en détresse en mer. Donc, une partie de cet exercice, c'est comment combattre la piraterie maritime, le terrorisme maritime et les folles armées qui viennent souvent en mer. Donc, la garde-côte japonaise, qu'on remercie beaucoup, que nous avons une relation amitié très efficace et très robuste. On est là ensemble. Et de là, chers téléspectateurs, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec ce cyclone au Mozambique et au Zimbabwe. Le bilan pourrait dépasser les 1000 morts. Le point dans cette séquence. Voici ce qu'il reste de Beira, 4e ville du Mozambique. 1 demi-million d'habitants coupés du monde au milieu des débris et des toitures, d'arbres et d'habitations éventrées. Une ville détruite à 90%, à peine reconnaissable, après le passage du cyclone Ida et des tombées d'eau qui ont tout emporté sur leur passage. Routes, ponts, hôpitaux et écoles. Certains rescapés trouvent refuge dans des arbres en attendant les secours, tandis que des dizaines de personnes restent bloquées sur le toit des bâtiments en dur entourés d'eau. Hier soir, le ministre de l'Environnement, Celso Correia, avait estimé que le cyclone Ida pourrait avoir provoqué le pire désastre naturel de l'histoire du Mozambique, fréquemment frappé par des violentes intempéries. Aux Pays-Bas, au moins 3 personnes ont trouvé la mort. Hier matin, un homme a tiré dans un tramway du centre-ville, l'une des plus grandes importantes du pays. 3 personnes ont été tuées et 5 personnes ont été blessées. La piste terroriste privilégiée sans exclure un différend familial. Explication. Les autorités néerlandaises privilégient la piste terroriste sans exclure un différend familial après l'arrestation d'un homme d'originaire de Turquie, soupçonné d'avoir ouvert le feu dans un tramway à Utrecht, faisant 3 morts et 5 blessés. Alors que l'enquête se poursuit, le Premier ministre Mark Rutte a affirmé qu'on ne peut exclure d'autres motifs, notamment une dispute familiale. Lundi matin, un homme a tiré dans un tramway du centre de cette ville, l'une des plus importantes du pays. 3 personnes ont été tuées, 5 blessés selon la police et le maire Jean Van Zen, qui avait dans un premier temps évoqué 9 blessés. Des témoins ont rapporté que le tireur avait pris pour cible une femme et des personnes tentant de l'aider. En début d'après-midi, les autorités ont rendu publique la photo d'un homme aux cheveux courts, portant un blouson bleu tiré d'une caméra de vidéosurveillance. Le haut niveau des menaces terroristes apportées à Utrecht après l'attaque à 5 ans au niveau a été abaissé. Et enfin, en Syrie, cela fait plusieurs semaines que les combattants anti-djihadistes des forces démocratiques syriennes essaient, avec le soutien aérien d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis, de conquérir le dernier bout de terre, encore au moins, du groupe État islamique. Fardos Hussein nous en dit plus. Cela fait plusieurs semaines que les combattants anti-djihadistes du FDS essaient, avec le soutien aérien d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis, de conquérir le dernier bout de terre encore aux mains du groupe d'État islamique, dans le village des Barkzouz, aux confins orientaux de la Syrie. Mais la présence encore de nombreux civils, surtout des familles des djihadistes étrangers, dont des dizaines de milliers ont déjà quitté le réduit et ont été évacués par des camps de déplacés, a ralenti les opérations. Ils courent se réfugier entre les voitures, abandonnées par les tentes de leur campement des fortunes, avant de disparaître. L'eau du fleuve est calme, sauf quand on l'obus, il tombe par erreur. Les combattants sont intenses et violents dimanche soir. Sur une colline surplombant le secteur djihadiste, des combattants sont en état d'alerte, prêts à tirer. D'autres surveillent de près, l'œil nu avec des jumelles, les mouvements dans la petite poche djihadiste. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos chaînes.